Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Lancement de la première campagne du concours culinaire intitulé Meilleur cuisinier ou Best Cooker par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Et au Mali, l'armée malienne est de retour à Kidal en accord avec les rebelles. Bonjour à tous. Et nous débutons cette édition par ce communiqué qui nous est parvenu de la présidence de la République et qui indique que lors du 33e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu le 9 et 10 février à Addis Abeba, Djibouti avait contesté de façon probante les résultats de la procédure du comité des représentants permanents, la COREP, de l'Union africaine en 2019. La République de Djibouti, avec le soutien de nombreux autres pays africains, a contesté ouvertement et énergiquement la validité du résultat profondément erroné de la procédure du comité des représentants permanents de l'Union africaine en août 2019. La décision du Conseil exécutif de l'Union africaine de ne pas approuver la recommandation du COREP de l'Union africaine en 2019 rend manifestement illégitime et nulle la recommandation de ce comité de soutenir la candidature du Kenya au Conseil de sécurité non permanent des Nations Unies pour la période 2021-2022 et pour le groupe africain. Conformément à l'article 5 du règlement intérieur de l'Union africaine, le Conseil exécutif de l'Union africaine ne peut pas déléguer ce pouvoir au comité de représentants permanents, conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de son règlement intérieur. Le Conseil exécutif de l'Union africaine, par le biais du paragraphe 6 de sa décision, a chargé le comité des représentants permanents de statuer sur la candidature de Djibouti et du Kenya, tout en conservant le pouvoir de prendre la décision finale sur cette question. Le COREP doit faire un rapport au Conseil exécutif avec des recommandations sur l'exécution de la mission que celui-ci lui a confiée. Selon l'article 26, toujours de la décision de règlement intérieur du COREP, ces décisions restent des recommandations jusqu'à leur adoption par le Conseil exécutif. Le COREP n'a pas le pouvoir de prendre des décisions finales et lors du 33e sommet de l'Union africaine, Djibouti a contesté avec conviction et succès la recommandation du COREP, citant les nombreuses violations de règles et procédures et faisant valoir que Djibouti doit être le seul candidat du groupe africain et de l'Union africaine pour le siège non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2021-2022 sur la base des règles claires et des précédents de longue date du groupe africain et de l'Union africaine pour sélectionner un candidat. L'Union africaine et le groupe africain ont élaboré un ensemble de principes et de règles consacrés par une longue tradition et codifiés dans les lignes directrices pour les candidatures aux organes, comités et institutions spécialisés de l'Organisation des Nations Unies du groupe africain et le règlement intérieur du comité ministériel de l'Union africaine sur les candidatures dans le système international de l'Union africaine qui fournissent des critères objectifs pour la sélection au siège du groupe africain au Conseil de sécurité des Nations Unies. Compte tenu de ce qui précède et par respect pour l'égalité souveraine des États et les règles et procédures régissant les candidatures au Conseil de sécurité et aux autres organes des Nations Unies, en particulier les principes de rotation et de fréquence, la République de Djibouti invite respectivement tous les États membres à soutenir sa candidature au Conseil de sécurité pour la période 2021-2022. Dans l'actualité également, dans le cadre de la préparation de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle prévue pour le 21 février, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Momin Hassan Barre, a présidé une réunion de travail en ce jour, donc jeudi 13 février, et en prenant la parole, le ministre a rappelé, tout en remerciant les participants d'avoir répondu à son invitation, l'importance de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle chaque année à travers le monde. Pour cette année, le thème retenu est les langues transfrontalières, ce qui convient parfaitement à notre pays qui possède des langues frontalières et partage une culture commune avec les communautés des pays voisins. Pour l'édition 2020, qui en a donné la priorité aux organisations en charge des langues maternelles comme les Somali Pen et Afar Pen, qui ont la responsabilité de mener les activités culturelles, les débats et les ateliers.
Et dans son intervention prononcée lors de cette réunion, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre, a souligné que cette année, la célébration de la dite Journée internationale de la langue maternelle aura lieu le jeudi 20 février 2020 au lieu du vendredi 21 février qui sera un jour férié. Le ministre a mis en exergue la priorité des langues maternelles tant au niveau de la sauvegarde de notre patrimoine culturel que le développement cognitif de l'enfant. Sur ce sujet, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a accordé beaucoup d'importance aux langues maternelles et les a placées donc au cœur de la politique culturelle du pays et beaucoup de progrès ont été réalisés dans ce domaine et notamment le soutien aux deux principales associations que sont le Somali Speaking Pen et le Afar Speaking Pen, la création des académies de langue somali et l'académie de langue Afar, l'édition de nombreux ouvrages, la commémoration des 40e anniversaire de langue somali et Afar. La ville d'Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, a abrité la 10e édition du Forum mondial urbain du 8 au 14 février. Djibouti était représenté par une importante délégation conduite par la ministre du Logement, Amina Abdi Aden, en compagnie du directeur général de l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social, Abdurrahman Ali Ahmed, et de hauts cadres du secteur. Le Forum mondial urbain, institué par les Nations unies en 2001, constitue une plateforme de haut niveau, ouverte et inclusive pour aborder l'un des problèmes les plus urgents auxquels donc le monde est confronté aujourd'hui, à savoir l'urbanisation rapide et les déficits en logement. Cette 10e édition du Forum mondial urbain, organisée pour la première fois dans un pays arabe, a regroupé des délégations issues de 168 pays et un large panel de délégués issus de plusieurs organisations internationales. Placée cette année sous le thème « Opportunités des villes », la ministre du Logement a pris part à différents panels de dialogue de haut niveau en présentant l'expérience de Djibouti en matière de développement urbain et de résorption de l'habitat insalubre à travers la mise en œuvre de la stratégie nationale du logement. En marge du Forum mondial urbain, la délégation djiboutienne a eu également une série de rencontres et d'échanges avec la secrétaire exécutive d'ONU Habitat, Meimouna Moh Sharif. Cette rencontre a permis d'échanger sur les voies et les moyens de mettre en place une collaboration étroite entre l'agence onusienne et le ministère du Logement, notamment dans le domaine de renforcement des capacités des institutions clés en charge de la gestion urbaine. La délégation djiboutienne a également eu un entretien avec les hauts responsables de la Banque mondiale pour évoquer l'état d'avancement des activités de mise en œuvre du programme Zéro bidonville. Enfin, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, la ministre du Logement, Amina Abdi Aden, a eu un entretien avec la ministre de l'Aménagement du Territoire national, de l'Urbanisme et de l'Habitat, de la politique de la ville, Nouza Bouchareb. Les deux ministres se sont convenus de concrétiser un partenariat durable à travers la signature d'une convention de partenariat qui déclinera les lignes majeures de l'échange d'expérience et d'expertise dans le domaine du logement. Aux nouvelles nationales, à présent, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en partenariat avec le ministère de la Femme et de la Famille, l'UNFD et le programme des Nations Unies pour le développement, a lancé officiellement au CDC de Quartier 7 la première campagne du concours culinaire intitulée Best Cooker ou meilleur cuisinier. Héritant d'un tirage peu clément, les CDC de Ouahledaba et celui du quartier 2 se sont vus opposés hier avec des menus variés devant un jury hautement qualifié. Les deux équipes ont disposé chacune d'une heure de préparation et 30 minutes pour réaliser un plat qu'elles feront ensuite déguster avant d'être notées et classées. La cérémonie a vu la participation du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, du ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Isman Ibrahim Roblé, du ministre du Budget, Abdelkarim Adencher, de la vice-présidente de l'UNFD, Hassan Ahmed Bilil, du secrétaire général de l'UNFD, Fatouma Moussa, de la représentante du PNUD, Fatima Al-Sheikh, des parlementaires, ainsi que plusieurs cadres et responsables du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et des sages et notables du quartier. Une initiative inédite et forte louable qui permettra à nos jeunes non seulement de s'affirmer dans ce domaine jusqu'ici peu exploré, mais aussi et surtout d'en faire un métier d'avenir, s'en réjouit donc le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport devant un parterre d'invités. Pour rappel, la première édition du concours Best Cooker ou meilleur cuisinier lancé donc aujourd'hui se produira chaque jeudi jusqu'au mois de mars. Les prochaines équipes en lice sont le CDC d'Enguela et celui du quartier 5.
Écoutons pour plus de précisions concernant ce concours de cuisine les explications du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil. Au quartier 7 pour le lancement du concours Best Cooker. D'emblée, je remercie le ministre du Budget, qui est natif de ce quartier, le ministre du Travail, le ministère de la Femme qui nous accompagne et surtout l'Union des femmes djiboutiennes qui est représentée par la vice-présidente et sans oublier le PNUD qui est représenté par Fatouma qui est devenue une djiboutienne maintenant. Souligner une chose, c'est que lorsqu'on parle de Best Cooker, c'est la cuisine. Donc notre département, il ne se limite pas aussi au sport, il ne se limite pas aussi aux activités de jeunesse, mais aussi nous avons ce genre d'activité qui est inscrit dans notre agenda et qui fait un peu la fierté de la gente féminine. D'emblée, j'annonce aussi qu'il y aura un concours aussi dans le domaine de la couture, de tissage, mais il faut savoir aussi que tout ça doit passer par une formation professionnelle et dans ce sens, on va s'approcher auprès du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour initier ensemble une formation pour les jeunes garçons et filles pour le métier de la cuisine, pour le métier de la couture et autres qui peuvent nous accompagner. Donc c'est un challenge que nous sommes en train de lancer à la jeunesse et la jeunesse doit répondre. La jeunesse doit aussi, je tiens à annoncer que notre département ne va pas rester inactif auprès des régions. On va solliciter les régions parce qu'ils font la même chose que ceux de Djibouti. Donc j'ai dit pour les régions, soyez prêts, que ce soit pour la tribune que nous sommes en train d'initier maintenant, ou pour ce genre de concours, pour le faire dans les régions. Donc j'ai dit aux régions, soyez prêts, on va être proche. Également dans l'actualité, l'Agence nationale des personnes handicapées a lancé officiellement l'opération d'enregistrement biométrique des personnes handicapées à Djibouti en partenariat avec le ministère de la Santé au sein du 1er arrondissement mercredi. Le lancement a été fait en présence du directeur général de la NPH, de Ali Saïd Mahmoud, de la maire de la ville de Djibouti, Marou Fatouma Awale, du président de la commune de Boulaos, du sous-préfet de l'arrondissement et de plusieurs autres personnalités locales qui ont assisté à cet événement. L'objectif de l'enregistrement biométrique de mettre à jour les données à caractère socio-démographique des personnes handicapées et aussi les données à caractère médical des personnes handicapées qui identifieront la situation de la personne, l'handicap ou le non-handicap, la typologie d'handicap ou encore le degré d'handicap, la possibilité de la prise en charge par un organisme socio-médical et le type d'accompagnement possible et adapté à ses besoins. La carte de mobilité inclusion confortera les personnes handicapées dans leurs droits et rappelons que c'est une carte infalsifiable, sécurisée et moderne. Les équipes chargées de la délivrance de la carte de mobilité inclusion afin de procéder à la délivrance des cartes biométriques. Et dans une interview qu'elle nous a accordée, la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awale Ousmane, a remercié dans un premier temps le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour la mise en place de l'agence pour les personnes handicapées. Depuis la création de cette agence, beaucoup de travail et de choses remarquables ont été réalisées, comme la carte biométrique, et cela donc grâce au directeur général de l'agence qui ne ménage aucun effort pour améliorer jour et nuit les conditions des personnes handicapées. La maire de la ville de Djibouti, Marou Fatouma Awale Ousmane, a conclu ses propos en indiquant que la mairie de la ville de Djibouti ainsi que la préfecture de Djibouti œuvreront avec l'agence pour les personnes handicapées afin que ces opérations d'enregistrement se déroulent dans des meilleures conditions. Et pour sa part, le directeur général de la NPH de Ali Saïd Mahmoud a déclaré dans une interview le lancement d'un programme historique, celui de l'enregistrement biométrique, le premier du genre dans notre pays. Il s'agit d'un programme qui permettra d'enregistrer les personnes ayant des besoins spéciaux, quel que soit leur handicap, un système numérique très moderne qui contient la reconnaissance faciale, les empreintes digitales ou encore les photographies. Ce système nous servira, a-t-il
a-t-il poursuivi de rassembler les informations sur les personnes ayant des besoins spéciaux, en particulier dans les ministères qui travaillent avec nous. Par exemple, lorsqu'une personne handicapée se rend au ministère de la Santé, elle donnera sa carte et son numéro d'identification à l'hôpital. Une fois que les agents de l'hôpital auront saisi ce numéro dans le système, ils pourront consulter les données médicales de cette personne pour savoir dans quel hôpital elle a reçu un traitement. Cette carte contient un éventail d'informations sur cette personne. Et la particularité de cette carte d'identité numérique est que les ministères ont le droit de collecter des informations sur une personne, mais uniquement dans leur secteur respectif. Par exemple, le ministère de la Santé ne peut avoir accès qu'aux informations sur la santé de la personne. Nous avons également mis en place un mécanisme de protection des informations privées des personnes enregistrées. Ce système a également diverses caractéristiques, comme le fait de permettre à la personne ayant des besoins particuliers de passer un appel téléphonique à un agent et de donner son numéro d'identification afin de se connecter avec son assistance. Et tout cela pour vous dire que cette carte d'identité biométrique est le système biométrique le plus important dans le monde des technologies de l'information d'aujourd'hui. Cela revêt une importance particulière car dans notre agence, la NPH, nous travaillons à délaisser donc les papiers et à utiliser uniquement la technologie numérique. Il est indispensable de toujours garder à l'esprit l'importance de la politique du président de la République sur le soutien et la protection des citoyens dans les meilleures conditions. Le colonel Waïs Omar Bourré, commandant des gardes-côtes, a accueilli chaleureusement dans l'enceinte de la direction générale des gardes-côtes située à l'Escale une forte délégation de la division de la coopération industrielle du ministère de la Défense, japonais, et après une importante prise d'armes rendue en l'honneur des convives, une présentation donc a été faite par le colonel qui a reçu la délégation dans la salle de réception pour leur souhaiter la bienvenue, à leur faire une présentation exhaustive des différentes missions, installations et équipements des gardes-côtes. Effectivement, pendant la réunion, les responsables ont soulevé donc plusieurs points dans le volet de la sécurité et de la sûreté maritime du golfe d'Aden et de celui du Bab el-Mandeb. Et les deux parties donc ont convenu de la volonté de développer davantage les relations bilatérales existantes entre les deux pays, frères et amis. Et là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. L'armée malienne de retour à Kidal en accord avec les rebelles. C'est une avancée majeure, présentée comme un symbole de la réconciliation au Mali. Une colonne de 300 hommes de l'armée malienne est entrée dans le Kidal, la ville du nord du pays. L'armée n'y avait plus mis les pieds depuis mai 2014. La ville donc était depuis cette époque contrôlée par d'anciens groupes armés rebelles à dominante touareg. Le retour des forces régulières à Kidal est le fruit d'un accord de paix qui prévoit un partage de pouvoir entre armées et ex-rebelles, dont l'objectif est aussi de lutter contre les djihadistes. Les séparatistes de Kidal avaient été donc accusés par les pays voisins, frappés eux aussi par l'État islamique, de laisser les terroristes utiliser Kidal comme base arrière. Et enfin, l'OMS maintient le label d'urgence mondiale pour le virus Ebola de la RDC. L'Organisation mondiale de la santé a étendu sa désignation de l'épidémie Ebola en République démocratique du Congo comme une urgence sanitaire donc mondiale. La décision a été prise en partie pour maintenir l'attention mondiale sur l'épidémie. L'OMS a déclaré l'épidémie d'Ebola en RDC comme une urgence de santé publique de portée internationale à la mi-juillet, après la découverte du premier cas confirmé à Goma. Depuis que l'épidémie a été déclarée le 1er août 2018, elle est devenue la deuxième plus grande épidémie d'Ebola jamais enregistrée, avec un bilan de 2253 morts et 3308 cas confirmés selon les données de l'Organisation mondiale de la santé. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.